Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 60e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis, comme d'habitude, en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Hey, salut tout le monde, c'est Blue Torch. Ça va et toi, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Ce mercredi, nous allons vous parler d'un choix de carrière douteux de Dwayne Johnson, d'une suite d'un film qu'on a traité dans l'émission. Et oui, je suis content de dire cette phrase. Nous vous parlerons dans le Ciné Club qui conclut l'émission d'un film Pocahontas avec des schtroumpfs bleus de 3 mètres. Mais tout de suite, commençons sans plus tarder par Black Adam. Nouvel opus du DC Universe, avec dans le rôle titre le très connu Dwayne Johnson, racontant l'histoire d'un héros millénaire, Tête Adam, qui vivait à Kandak des millénaires avant notre ère. Et pourtant, il a été libéré et désormais il massacre des soldats occupant le territoire lorsque la Justice Society, j'ai toujours envie de dire Justice League, c'est terrible, un groupe de super-héros un peu naze, il faut se l'avouer, arrive pour l'envoyer en prison pour l'éternité. Quand même pas très sympa ça. Eh ben Black Adam est pour moi un film qui pue le manque de maîtrise, contrairement à Marvel. Et pourtant, vous savez bien que Marvel, je ne les aime pas beaucoup. Mais pourtant, Marvel sait comment utiliser une recette. Or, ici, c'est un vrai gâchis. Le film est tantôt sérieux, parfois, voire trop souvent pas assez. La réalisation est tout simplement vaine, la photographie est dégueulasse. Il n'y a pas d'idée de mise en scène, à part les ralentis mal copiés de Zack Snyder. Le seul mec qui a réussi à faire de DCU, non, DCEU, je ne sais pas, quelque chose de potable, c'est dommage de l'avoir viré comme un malpropre. Le film a d'énormes problèmes d'écriture. Kandake semble être une toute petite ville, mais je ne comprends ni où est l'action, si c'est en centre-ville, en banlieue ou très loin dans les terres, surtout à cause du fait que c'est 4 décors, ni à la géopolitique de ce pays qui a tenté d'être évoqué dans l'introduction, mais ça n'a pas très bien marché. Ce film est mine de rien bien rythmé, le film va à fond, de scène d'action en scène d'action pendant 2 heures, et je suis forcé de constater que je ne me suis pas ennuyé. C'est assez rare pour le souligner dans les blockbusters hollywoodiens actuels. Je note quand même que Dwayne Johnson ne joue pas, ça c'est vrai. Il est monolithique, il fait absolument la même tête tout au long du film, ce qui est quand même cocasse. Le film a pourtant un énorme point positif. Il a un potentiel gigantesque d'être un excellent nanar. Pourquoi? Parce que les dialogues n'ont aucun sens, les personnages disparaissent et apparaissent dans les scènes sans aucune raison, quand bien même un personnage s'assoit lors d'une bagarre. Je n'invente rien. Je vais conclure en disant que Black Adam est un épisode de Power Rangers totalement débile, qui a pour morale, 2 points, ouvrez les guillemets, dans un pays du Moyen-Orient, il faut un dictateur tueur de masse comme leader. Fin de morale. C'est assez moyen quand même. Voilà, qu'est-ce que tu as à nous dire, Blue Torch, concernant Black Adam? Par rapport à toi, en fait, j'ai été un peu surpris par ce film quand même. Je m'attendais de base à voir un film de super-héros un peu bébête, un peu à la Shazam, mais en plus bourrin. Et bah, globalement, c'est ce qu'on a eu, mais quand même en meilleur que ce que je pensais. Le film est clairement débile, pas hyper intéressant sur beaucoup de points, mais il s'est avéré au final beaucoup plus divertissant que ce que je ne l'aurais pensé au départ. Certains pourront regretter que que le film se prend un peu trop au sérieux, vu sa qualité d'écriture somme toute très médiocre, mais au moins je trouve que ça ne te sort pas de l'univers. Et c'est au final un point que j'ai assez apprécié dans le film, c'est que le film, Yvan l'a dit, bah, il est assez rythmé pour ne pas être ennuyeux, et au final, bah, j'ai quand même passé un pas mauvais moment devant, même si derrière le film n'est somme toute pas vraiment hyper bon. Il offre une histoire assez basique, tout juste intéressant pour qu'on soit capable de la suivre sans pour autant se faire chier, notamment sur la fin où on voit la manière dont Black Adam se voit lui-même, mais je n'irai pas plus dans les détails pour ne pas spoil. Il nous offre après quelques scènes un peu sympas quand même, avec un Black Adam notamment surpuissant et globalement du level d'un Superman, qui pourrait d'ailleurs faire un très chouette combat entre les deux si c'était bien fait évidemment. Après le film, bah, comme je dis, il n'est pas excellent non plus, hein, il est même d'ailleurs loin d'être bon, il est très débile et honnêtement il n'a pas beaucoup de qualité, hein, il faut être honnête. Il est tout juste divertissant et on se fait pas chier devant, mais globalement il possède pas mal d'incohérences, pas mal de défauts, et je trouve que notamment il a du mal à s'introduire dans le DC Universe, malgré ce que peut laisser penser au final la scène post-générique.
honnêtement, on se demande tout le long qu'est-ce que faisait la Justice Society, notamment pendant les événements qui se passent dans les autres films d'ici. Voilà, un film clairement pas hyper bon, mais devant lequel j'ai quand même passé un plutôt bon moment, donc je le déteste clairement pas. Après, derrière, clairement, je le conseille pas non plus, hein, si vous pensez que c'est votre genre de film, un film de super-héros comme ça, un peu bourrin, avec globalement The Rock dedans, vous pourriez peut-être l'apprécier, et clairement, vous pourriez aller le voir, mais derrière, honnêtement, je crois pas que ce serait votre film préféré, et si vous pensez pas que le film va vous plaire, n'allez pas le voir, parce que ce sera certainement un film qui ne vous plaira pas. Enola Holmes 2, suite de Enola Holmes, évidemment, qu'on a traité dans le rendez-vous ciné numéro 6, il y a un petit temps déjà. Ce deuxième opus raconte comment cette jeune femme essaye de marcher dans les pas de son célèbre frère. Enola s'attaque à sa première affaire officielle en tant que détective privé, mais alors qu'elle se lance à la recherche d'une jeune fille disparue, une conspiration explosive laisse entrevoir un dangereux mystère que seul le soutien de ses amis et Sherlock lui-même lui permettra d'élucider. Qu'est-ce que tu en as pensé, Bluetorch? Eh bien, globalement, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce film, hein. C'est globalement le même film que le premier Enola Holmes au final, et c'est plus ou moins tout. Enola Holmes, c'est globalement un film de Sherlock Holmes en moins bien, qui, à la place d'avoir un génie qui résout des énigmes assez incompréhensible pour le commun des mortels, eh bien là on a à la place une adolescente qui résout des énigmes somme toute basiques avec tellement de fusils de Tchekhov dans le film qu'on ne saurait même pas les compter. Après voilà, Enola Holmes a quand même un avantage par rapport au film Sherlock Holmes, c'est que en général elle veut traiter d'une problématique comme ici notamment avec tout ce qui est grève ouvrière, des débuts de l'industrialisation globalement dans tous les pays. Mais voilà, c'est globalement un très maigre sujet à traiter, sans parler du fait qu'il n'en parle pas spécialement bien le film, donc honnêtement on se demande si c'est réellement un point positif. Enola Holmes cette fois-ci rajoute dans le deuxième film un truc supplémentaire que le premier n'avait pas, c'est que le film va pisser beaucoup plus sur la franchise Sherlock Holmes que le premier film. En fait, là, Sherlock, là où dans le premier film c'était juste limite plus un caméo au final pour faire plaisir aux fans que réellement un personnage central, ici il a un réel impact dans le film et notamment son enquête se passe par moments un peu en parallèle avec celle d'Elona au point où elle s'entrecoupe et tout. Et globalement, c'est une très faible représentation au final qu'on a ici sur Sherlock Holmes et sur d'autres personnages de l'univers Sherlock Holmes, hein, pour ne pas spoil les personnages en tant que tels, mais honnêtement on se dit que ils auraient mieux fait de garder Sherlock Holmes en mode caméo et tout et ne pas faire trop de références à l'univers de base. Honnêtement, j'ai même pas plus à dire sur ce film, hein. Si vous aimez les films Sherlock Holmes, clairement n'allez pas le voir. Ici, on a juste un film Sherlock Holmes qui a juste en final envie de s'adresser à un public enfantin et qui du coup s'adapte à ce public-là en prenant comme personnage principal une adolescente, en essayant de traiter des problématiques très simples et pas forcément de bien les traiter, et en prenant des énigmes somme toute très basiques à résoudre. Je ne dis pas que ce film pourrait plaire pour le coup du coup à ce public plus enfantin, hein, au final, aux personnes qui passent leur temps à se divertir en regardant des vidéos de 10 secondes sur leur téléphone. Mais voilà, derrière, le film n'est clairement pas bon pour moi. Je n'ai clairement pas passé un très bon moment à le passer devant, même si au moins il a le mérite du fait que je ne l'ai pas non plus détesté le film. Mais voilà, clairement, c'est une bien maigre consolation. Mais bon, toi, Divan, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, je suis mitigé par rapport à ce film. Tout d'abord, nous retrouvons l'héroïne espiègle et toute sa bande, avec des interactions entre les protagonistes plus crédibles, plus sincères, plus touchantes qu'avant, et on développe une véritable tendresse pour les acteurs de ce récit. Son rythme soutenu, tu l'as dit, nous permet d'être captivés. Le film arrive parfois à nous procurer de vraies émotions lors des moments pivots, des chutes assez jouissives ou d'autres répliques bien trouvées. Mais la surdose de ce film rend le caractère pétillant et explosif d'Enola entre réactions disproportionnées et embarrassantes. On est souvent perturbé par ses sautes d'humeur et on ne la voit plus comme une détective chevronnée qu'elle est, mais plutôt comme une gamine infantilisée
un souci plus visible que les regards caméra et les clins d'œil se font plus nombreux et insistants vers le spectateur, comme si on voulait nous forcer à comprendre ou à compatir. Pour apprécier, il faut également supporter une tonne de blagues pas très bien trouvées que, évidemment, Enola Holmes 2 c'est pourtant créer des vrais instants comiques, comme dans cette scène de langue dessinée assez absurde avec des éventails, qui est quand même bien trouvé et assez parodique. Mais le film se montre malheureusement très souvent ringard quand il utilise des effets sonores, mine de rien, poussifs. Le cliché apparaît dès l'introduction avec un «Vous voulez savoir comment je suis arrivé là?» Rembobinons. Cette expression qu'on a déjà vue 1000 fois s'amplifie avec l'introduction de personnages secondaires. Nous avons la désagréable sensation que le film coche les cases d'une checklist. Et dans la deuxième partie du film, nos crainte se justifie. On s'appuie sur une structure vue et revue et coche toutes les clichés de chez Netflix. Comptez 2 enquêtes, oui, tu l'as dit, en parallèle, qui vont bizarrement se recouper. Qui l'aurait cru? Avec un final ridiculeusement semblable à un épisode de Scooby-Doo. Mais en moins bien. Au final, le film est un film d'enquête au suspense gâché, mais sauvé de justesse par un casting enjôleur. C'est bien dommage que Netflix n'ait pas essayé de faire un peu mieux que ça. Continuons avec Avatar. Avatar sorti en 2019 par James Cameron. Cameron a une confiance et une croyance dans son univers qu'il lui suffit en quelques minutes, une poignée de plans et une voix off pour que le spectateur s'émerveille. Rarement une introduction aura été aussi rapide, directe, mais à peine le héros a-t-il le temps d'appeler tout ceci n'était qu'un rêve, qu'il devient un avatar entouré de la faune et de la flore de Pandora, ses ethnies, ses hommes en bleu, mais surtout ses soldats à la solde d'une milice en quête de ressources. La chose la plus notable de ce film, c'est la performance capture qui a tout simplement été révolutionnée, voire réellement évoluée depuis que James Cameron s'y intéressait pour pouvoir faire ce film conscient de la difficulté de la complexité de ce nouveau rapport aux images et au sens. L'entrée dans ce monde se fait au détriment de l'histoire, sauf que Cameron a toujours eu le sens d'épurer les récits. Il aime bien se retrouver avec l'essentiel, mais la différence entre un récit basique et un récit de Cameron, c'est la mise en scène. Le cinéaste est tout simplement magistral lorsqu'il souhaite nous émerveiller. Il devient impitoyable lorsqu'il décrit des batailles titanesques, surprenant lorsqu'il sublime certaines relations, et le film se balade même entre les 2 grands axes du récit, la sauvegarde de l'environnement et la relation entre le personnage de Jet Sully et la belle indigène Neytiri. Et pourtant, Avatar est une référence au cinéma des science-fiction des années 50 et en parallèle un précurseur de Marvel. Oui, ici les Na'vi sont des personnages entièrement numériques et ils sont extrêmement convaincants. Ils se relèvent et ils se révèlent plus séduisants et plus humains que les acteurs humains eux-mêmes. À l'époque où on avait le Pôle Express, Scrooge et Beowulf de Zemeckis, et un peu après Pirates des Caraïbes. Je trouve que le travail de Cameron est vraiment le tremplin entièrement CGI de chez Marvel, et mine de rien, la sortie de ce film est une grande date pour les films modernes. Avatar est au final une expérience, un voyage sensoriel et initiatique. Il va à l'essentiel et est tout simplement l'essentiel et le point de départ du cinéma moderne. Mais Blue Torch, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, globalement, pour moi, il est assez difficile de traiter ce genre de film. C'est un film qui est au final tellement un classique que tout le monde a déjà vu et revu, et que tout le monde au final a déjà son avis dessus. Et c'est surtout un film que moi-même j'ai déjà vu et que j'ai déjà vu plusieurs fois. Et ça fait que mon avis est quand même pas mal biaisé par les différentes fois où je l'ai vu, sachant que vu que c'est un film qui est quand même sorti il y a quelques années maintenant, c'est un film que j'ai vu il y a quelques années à une époque où je n'étais pas forcément objectif dans mon jugement des films et où pour moi, à partir du moment où il y avait un dragon dans un film, c'était un bon film. Donc bon, ma critique ne peut pas être de là hyper construite. Mais bon, chacun essaie de faire de mon mieux. Déjà, on va être honnête, Divan en a déjà parlé. Le film est vraiment beau. Il a un visuel juste magnifique. Vraiment, quand je l'ai revu ici, je me suis dit, en fait, je comprenais
pourquoi James Cameron au final avait pris autant de temps pour mettre en place réellement le projet Avatar et réellement faire le film. Parce que le film est hyper beau et même, je dirais, en avance sur son temps. Parce que même actuellement, et je sais plus trop quand Avatar est sorti, mais ça doit bien faire 10 ans maintenant. Ne rajeunit pas tout ça. Ah ouais, ça fait 13 ans. Enfin, même maintenant, le film reste vraiment juste magnifique à voir et il n'arrête pas de nous éblouir. Au point où beaucoup de films qui sortent aujourd'hui ne sont pas aussi beaux. Et genre vraiment beaucoup de films. Après, bon, c'est pas tous des films qui ont le même budget qu'Avatar, mais quand même, pour la plupart, ils ont quand même des assez gros budgets. Et bon, derrière, évidemment, le film, il est plutôt bon, hein, on va être honnête, que ce soit dans son scénario, son écriture, sa réalisation, tout dans le film est vraiment très bon. J'ai quand même essayé de citer un défaut du film, c'est que globalement, il y a quand même quelques facilités d'écriture et quelques raccourcis scénaristiques par moment, mais on a plus l'impression au final que c'est parce que le film a tant de choses à nous dire qu'il n'arrive même pas à tout nous dire dans le film, alors même que le film dure 3 heures. Et d'ailleurs, on peut également citer le fait que la base du scénario, et ça, Divan, tu l'as relevé dès l'introduction de la vidéo, la base du scénario reste quand même assez proche d'un Pocahontas, au final, plus le Pocahontas de Disney. Mais au final, voilà, c'est pas non plus très gênant, c'est très bien réécrit, très bien revu derrière, et ça ne pose aucun problème en regardant le film. On ne se dit à aucun moment que le film manque d'originalité ou quoi. Enfin, à part ça, qui sont vraiment pas du tout des défauts gênants, comme je l'ai dit, hein. Tu t'en rends pas du tout compte quand tu regardes le film, mais le film est, comme j'ai dit, vraiment très bon. Et honnêtement, je conseillerais à n'importe qui n'a pas encore vu ce film de le voir, et même globalement, à ceux qui l'ont déjà vu, de le revoir, surtout que ici va bientôt sortir la suite. Et bon, une petite piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. Et derrière, j'espère, et je pense que Dijon aussi espère autant que moi, que cette suite sera au moins aussi bonne que le premier film. Je rebondis sur deux choses. Oui, allez voir Avatar 1, surtout qui est ressorti il y a quelques temps dans les cinémas, donc c'est l'occasion de le revoir en 3D, et c'est franchement incroyable. Ni, je ne doute ni du fait qu'Avatar 2 va être un très bon film, ni que ça va être le plus gros succès de tous les temps. Là, il va y avoir un raz-de-marée niveau des entrées, ça va être incroyable. C'est la fin de l'émission, je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission, partager nos émissions rigolotes de presque qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire ou suivre notre compte Twitter @vous-du-bas ciné où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. Merci Bluetoche d'avoir participé. De rien, avec plaisir comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. À plus.